Alors voici le chapitre 4, le dernier chapitre d'algèbre de notre cours, alors qui s'appelle d'un nom un peu pompeux espace vectoriel pré-hilbertien et euclidien, on devrait même dire pré-hilbertien réel et euclidien. Et en fait, ça repose sur la notion de produit scalaire. Donc si vous réfléchissez à tout ce qu'on a fait depuis le départ sur les espaces vectoriels et depuis l'an dernier, qu'est-ce qu'on a fait? On a posé une structure qu'on a appelée la structure d'espace vectoriel, qui était basée sur le modèle des vecteurs du plan et de l'espace qu'on connaissait avec les opérations qu'il y avait dessus. On a appelé ça un espace vectoriel, et puis on a développé des notions, les bases, les familles libres, enfin tout ce que vous voulez de ce type-là, les matrices. Tout ce que vous voulez de ce type-là. Mais par rapport aux vecteurs du plan et de l'espace, il y a une notion qu'on n'a pas reproduite, c'est la notion de produit scalaire. Vous savez que dans les vecteurs du plan et de l'espace, vous avez un produit scalaire que vous connaissez bien. Et donc, on va maintenant ajouter la notion de produit scalaire à la notion d'espace vectoriel. Alors cet ajout se fera pas systématiquement, c'est-à-dire qu'il y aura dans la suite du cours ou dans les problèmes des espaces vectoriels qui sont maniés sans produit scalaire et d'autres, des fois, des espaces vectoriels dans lesquels on utilisera un ou même plusieurs produits scalaires. Donc on va d'abord voir la définition d'un produit scalaire sur E. Alors ici, chose importante, regardez bien là en haut de l'écran, E est un espace vectoriel réel. Dans tous les cas ici, E est un espace vectoriel réel. Et donc, il n'y a plus ici d'espace vectoriel complexe. Alors, il n'y a pas de notion de produit scalaire sur un espace vectoriel complexe. Donc, la première notion qu'il nous faut, c'est ce qu'on appelle une forme bilinéaire symétrique. Alors, une forme, ça veut dire que donc l'image va être un nombre réel, puisque notre espace vectoriel est sur R. Bilinéaire symétrique, ça veut dire tout simplement que on va avoir une application qu'ici on appelle grand psi, qui est de E croix E, donc un couple de vecteurs dans les réels, et qui a UV associe psi de UV. Alors sur quoi c'est basé ça? Bien, c'est basé évidemment sur la notion de produit scalaire. Qu'est-ce que c'est que le produit scalaire? On prend un couple de vecteurs et on lui associe un nombre réel. Et donc là, de la même façon quand on a créé la notion d'espace vectoriel, on va avoir recopié les propriétés qu'on utilise et qui marchent bien sur le produit scalaire. À savoir que c'est linéaire par rapport à chacune des deux variables, donc on appelle ça bilinéaire, et c'est symétrique. Vous savez que le produit scalaire des vecteurs V et U, c'est le produit scalaire de U et V. Alors ici, ça ne s'appelle pas produit scalaire encore, c'est pas encore un produit scalaire, mais on dit que psi de UV égale psi de VU, quels que soient les vecteurs U et V. Voilà. Donc il y a une double linéarité, une linéarité par rapport à chacun des vecteurs, donc c'est bilinéaire et symétrique. On a déjà vu du multilinéaire, du n linéaire, dans le déterminant d'une famille de vecteurs. C'était linéaire par rapport à chacun des vecteurs. Voilà. Donc, en pratique, pour montrer qu'une forme est bilinéaire symétrique, il suffit de montrer qu'elle est linéaire par rapport à une des deux variables, prenez celle qui vous arrange, et qu'elle est symétrique. En effet, par symétrie, la linéarité par rapport à la première variable, par exemple, va pouvoir se reporter sur la linéarité par rapport à la seconde variable. Donc ce théorème, en pratique, il est important puisqu'il vous permet de réduire le nombre de choses à montrer pour avoir une forme bilinéaire symétrique. Et ça vous économise donc du travail, puisque de toute façon, il faudra montrer la symétrie et il faudra montrer la linéarité par rapport à au moins une des variables, mais en fait, ça suffit. Donc maintenant, on va parler de la forme quadratique associée à une forme bilinéaire symétrique, c'est-à-dire ce qui correspond à la notion de carré scalaire quand on a un produit scalaire dans les vecteurs du plan et de l'espace. Et donc la forme quadratique Q de U, c'est psi de UU. Donc U scalaire U si vous voulez, quand ce sera un produit scalaire. Pour l'instant, ça n'en est pas un.
Donc c'est ce qu'on appelle une forme quadratique, la forme quadratique associée à psi, c'est-à-dire on prend 2 fois le même vecteur. Alors c'est toujours une forme, puisqu'on arrive dans les réels, ok, et cette fois-ci elle est quadratique. Attention, c'est pas linéaire. C'est pas linéaire parce que Q de lambda U, ça va faire lambda carré Q de U, puisque je vais avoir un lambda ici et un lambda là, et qui vont chacun sortir par linéarité. Donc je vais avoir un lambda carré. Voilà, donc on a la définition d'une forme quadratique. Alors, ce théorème-là, il nous dit la chose suivante, c'est que si on a une forme quadratique, alors on peut retrouver la forme bilinéaire symétrique. En effet, il suffit d'appliquer Q à U plus V, et on va avoir comme résultat psi de UV égale Q de U plus V moins Q de U moins Q de V sur 2. Il suffit pour ça de calculer Q de U plus V moins Q de U moins Q de V sur 2, et vous allez voir que ça se simplifie. Donc c'est ce qu'on appelle la forme polaire de la forme quadratique, et donc on passe de l'un à l'autre. Si on a une forme bilinéaire symétrique, on trouve sa forme quadratique. Si on a une forme quadratique, on peut retrouver la forme bilinéaire symétrique dont elle provient. Alors maintenant, il y a des propriétés donc qu'on a dans les vecteurs du plan et de l'espace qu'on n'a pas encore recopiées, qui est qu'un carré scalaire, c'est toujours positif. Et donc, on va définir, je suis là, voilà, excusez-moi, je suis au 1,3, donc une forme quadratique définie positive. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une forme quadratique positive? En fait, quel que soit le vecteur U, Q de U est positif, voilà, tout simplement. Et une forme quadratique positive, il faut d'abord qu'elle soit positive et dite définie positive. Alors, prenez définie positive comme si c'était un seul mot. Vous voyez, j'ai mis un tiret entre les deux, c'est pas défini et positif. C'est défini positif comme si c'était un seul mot, pour dire que si la forme quadratique est nulle, c'est que le vecteur est nul. Ça correspond bien à la notion de carré scalaire. Un carré scalaire est toujours positif, et si un carré scalaire est nul, c'est que le vecteur est nul. Voilà. On dit aussi quelquefois que la forme quadratique Q est positive non dégénérée, mais il faut d'abord qu'elle soit positive. Voilà, ce qu'on appelle une forme quadratique définie positive. Et ça nous permet d'arriver au 1,4, qui est la notion pure de produit scalaire. Donc un produit scalaire, eh bien, c'est une forme bilinéaire symétrique définie positive. Alors vous allez me dire, mais on a défini positive que sur la forme quadratique. Mais souvenez-vous qu'à partir d'une forme bilinéaire symétrique, on trouve la forme quadratique. Donc on applique le même vocabulaire à la forme bilinéaire symétrique. Donc, et dans ce cas-là, on note le plus souvent UV avec des sortes de crochets là autour. Et ça va pouvoir effectivement maintenant se dire U scalaire V à partir du moment où on a défini ce que c'est qu'un produit scalaire. Donc vous voyez bien qu'à ce niveau-ci, ça recopie les propriétés du produit scalaire, du plan et de l'espace. Donc un petit bilan pour montrer qu'on a un produit scalaire. Voilà la liste des choses à montrer. Il faut montrer par rapport à la forme bilinéaire qu'on vous a donnée la linéarité par rapport à une des deux variables, la symétrie. À ce moment-là, dans votre copie, vous faites une rupture pour dire que la forme est bien bilinéaire symétrique. Ensuite, vous montrez que la forme quadratique est positive. Et enfin, vous montrez qu'elle est définie positive. Voilà. Et ces deux derniers ne s'inversent pas. Le premier paquet et le second paquet ne s'inversent pas, juste peuvent s'inverser les deux premiers. Voilà. Mais il faut montrer tout ça pour montrer qu'on a un produit scalaire. Donc, un espace vectoriel pré-hilbertien, en fait, c'est un espace vectoriel muni d'un produit scalaire, tout simplement. Voilà. Ce qu'on appelle un espace vectoriel pré-hilbertien. Alors, pré-hilbertien réel, vous trouverez quelquefois dans certains cours pour le programme de certaines classes pour lesquels on peut aussi travailler avec un espace vectoriel complexe. Voilà. Et donc, voilà ce qu'on appelle un espace vectoriel pré-hilbertien ou pré-hilbertien réel. Alors, il est de dimension finie ou infinie. Et s'il est de dimension finie, on appelle ça un espace vectoriel euclidien,
puisque là, on a vraiment recopié la notion de vecteur, non pas tel que Euclide l'a défini, puisqu'il n'avait pas de vecteur à ce moment-là, mais tel qu'on les utilise dans les vecteurs du plan et de l'espace. Donc je vous laisse les exemples classiques. Ça, c'est le produit scalaire dans Rn canonique, xy, x1, y1 plus x2, y2 plus xn, yn, avec x1, x2, xn et y1, y2, yn, les coordonnées de vecteurs dans la base canonique, qui est une base orthonormale. On a des produits scalaires définis par des intégrales. Voilà, ça c'est sur les polynômes. Alors ici, attention, il y a une subtilité au moment où on en déduit que le polynôme est le polynôme nul, puisqu'en fait, par cette propriété-là, vous regarderez bien cet endroit-là, par cette propriété-là, vous avez le fait que l'application qui a t associe p carré de t, qui est positive et l'intégrale nulle, est donc nulle sur l'intervalle 0,1. Donc ça veut dire que p de t est nul sur l'intervalle 0,1. Mais heureusement que c'est un polynôme. Donc si un polynôme a une infinité de racines, alors c'est le polynôme nul. Si ça avait été des fonctions, ça n'aurait pas été un produit scalaire, ceci. Voilà, ça c'est les exemples classiques. Un exemple classique de produit scalaire sur un espace de matrice. Là, bon, en première lecture, vous pouvez sauter, ça intervient régulièrement dans les problèmes. Et le produit scalaire classique sur un espace de matrice Nn, c'est la trace de A transposé B. Voilà. Bon, ça marche. Voilà la démonstration qui est faite. Je saute. Vous pouvez même en première lecture sauter cette partie. Alors au programme, on a aussi, même si on l'utilisera très peu en tant que tel, la définition d'une norme sur un espace vectoriel. Donc c'est une application de E dans R+, qui a U associe quelque chose qui va être norme de U, et qui vérifie trois propriétés, à savoir l'inégalité triangulaire. La norme de U plus V, c'est plus petit que la norme de U plus la norme de V. Donc vous voyez que la longueur d'un côté d'un triangle est plus petite que la somme des longueurs des deux autres. C'est pour ça qu'on appelle ça l'inégalité triangulaire. La norme de lambda U, c'est valeur absolue de lambda à norme de U. On appelle ça la positive homogénéité. Et si la norme de U est nulle, c'est que le vecteur U est nul. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la séparation. Donc on a toute une série de normes. Et on a même des distances associées, on appelle distance de deux vecteurs, la norme des vecteurs U et V, la norme de V moins U. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va avoir pour une norme qui provient d'un produit scalaire, eh bien, on va avoir ce qu'on appelle le théorème de Pythagore. Alors, toutes les normes ne proviennent pas d'un produit scalaire, mais quand vous avez une norme, eh bien, le carré de la norme, c'est une forme quadratique. Quand vous avez certaines normes, leur carré est une forme quadratique, et comme leur carré est une forme quadratique, et puis on peut retrouver la forme bilinéaire symétrique, et donc ça va devenir un produit scalaire. Et si on a un produit scalaire, la racine carrée du produit scalaire d'un vecteur par lui-même, c'est-à-dire de la forme quadratique, est une norme. Et on va voir le théorème de Pythagore, alors qui devient un théorème très très simple à démontrer. Il suffit de calculer la norme de U plus V au carré, c'est-à-dire U plus V scalaire U plus V. Et on va retrouver, grâce à la symétrie, norme de U au carré plus à la bilinéarité et à la symétrie, norme de U au carré plus norme de V au carré plus 2 U scalaire V. Si une norme est euclidienne, alors le carré de la norme de U plus V est égal au carré de la norme de U plus le carré de la norme de V si et seulement si U et V sont orthogonaux, c'est-à-dire U scalaire V est nul. On n'a pas vu la définition de ce que c'était qu'orthogonal, mais vous voyez bien qu'on retrouve ici le théorème de Pythagore dans sa version, collège, à savoir que le carré
de l'hypoténuse et la somme des carrés des côtés de l'angle droit, U et V étant orthogonaux, les deux côtés étant orthogonaux. On va retrouver l'inégalité du parallélogramme, l'identité du parallélogramme, pardon, qui est que norme de U plus V au carré plus norme de U moins V au carré, il y a une coquille ici, égale deux normes de U au carré plus deux normes de V au carré, c'est-à-dire, alors, norme de U plus V au carré plus norme de U moins V au carré, c'est en fait la somme des carrés des longueurs des diagonales, c'est la somme des carrés des longueurs des côtés. Voilà. Puisque dans un parallélogramme, on a deux fois les mêmes longueurs pour les côtés. Donc, on va ici pouvoir retrouver, quand une norme provient d'un produit scalaire, retrouver le produit scalaire évidemment. C'est du déjà vu quelque part avec les formes bilinéaires symétriques, et on va avoir l'inégalité de Cauchy-Schwarz ou de Schwarz tout court, hein. En international c'est Schwarz, en France on rend un hommage à Cauchy. Donc si on a un produit scalaire, en fait la valeur absolue de U scalaire V, c'est plus petit que norme de U fois norme de V, c'est-à-dire que la valeur absolue du produit scalaire est plus petite que le produit des normes. L'égalité n'est vérifiée que si U et V sont liés, c'est-à-dire collinéaires. Voilà, donc je vous laisse la démonstration, et ça peut vous donner des égalités un peu extraordinaires, en l'appliquant au produit scalaire dont on avait vu un exemple tout à l'heure. On a l'intégrale de 0,1 de t p de t dt au carré est plus petit que 1 tiers de l'intégrale de 0,1 de p carré de t dt, qui est un résultat valable pour tous les polynômes. Bon, voilà. Ensuite, partie 3, la notion d'orthogonalité. Alors, j'ai pas pu m'empêcher de faire le lapsus. Évidemment, quand le produit scalaire est nul, on dit que les vecteurs sont orthogonaux. Donc, U et V sont orthogonaux pour un produit scalaire, si et seulement si U scalaire V est nul. Vous voyez qu'à partir du moment où je note ça avec des crochets, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, c'est que je sais que c'est un produit scalaire. Donc, dans les applications continues de pi périodique, eh bien, fg égale l'intégrale de 0 à 2pi, ou sur une période de f de t, g de t, en fait définit un produit scalaire, et les applications sinus et cosinus sont orthogonales. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'intéressant, puisque du point de vue application, par exemple, ce produit scalaire, c'est le produit scalaire qui vous permet de déterminer les coefficients plus tard d'une série de Fourier. Peut-être vous en avez entendu parler en électronique ou en électrotech, ou même en mécanique avec des vibrations. Voilà. Le vecteur nul est bien entendu orthogonal à tous les vecteurs. Alors je pourrais le mettre en théorème, j'ai mis en remarque simplement. Et alors, quelque chose d'important, pour montrer qu'un vecteur est orthogonal à tous les vecteurs d'un sous-espace vectoriel de dimension finie, eh bien, il suffit de montrer qu'il est orthogonal à tous les vecteurs d'une base de sous-espace vectoriel, n'importe laquelle. Donc ça, c'est intéressant, ça économise aussi des calculs. Si vous avez un sous-espace de dimension finie, vous avez de dimension 2, vous avez deux égalités à montrer, et puis ça fonctionne bien. Donc, famille orthogonale, famille orthonormale de vecteurs. Alors, moi, j'utilise un vocabulaire cohérent, puisque j'ai famille orthogonale, donc je parle de famille orthonormale, mais vous trouverez dans beaucoup de cours, dans même la majorité des cours, le terme orthonormé. Or, je ne l'utilise pas, parce que orthonormé est un participe passé, qui sous-entend qu'on a fait quelque chose avec cette famille pour la rendre orthonormée. Et donc, j'emploie le terme d'orthonormal, mais il est synonyme à ce que vous pouvez trouver dans d'autres cours sous le terme de famille orthonormée.
Donc une famille est orthogonale si deux vecteurs distincts de cette famille sont orthogonaux, et une famille est orthonormale si deux vecteurs distincts de cette famille sont orthogonaux, et si tous les vecteurs sont normés, comme on dit, c'est-à-dire de norme 1. Voilà. Donc, dans des espaces vectoriels de polynômes, méfiez-vous, hein, il peut y avoir beaucoup de produits scalaires dans un espace vectoriel de polynômes. Donc deux polynômes peuvent être orthogonaux pour un certain produit scalaire et pas orthogonaux pour un autre produit scalaire. Et d'autre part, ne mélangez pas avec ce qu'on appelle un polynôme normalisé, c'est-à-dire un polynôme dont le coefficient du terme de plus haut degré est égal à 1. Voilà, donc faites attention à ces choses-là. Voilà, alors, prenons sur les polynômes, ce n'est pas tout à fait le même produit scalaire que le produit scalaire tout à l'heure, puisqu'on avait intégrale de 0 à 1 de P de t, Q de t dt. Ici, on prend intégrale de moins 1 à 1 de P de t, Q de t. Mais vous pouvez remonter dans le texte. La démonstration sera exactement copier-coller de la précédente. Et juste pour vous dire que le polynôme constant 1, lui, n'est pas de norme 1, mais il est de norme racine de 2. En effet, le polynôme constant 1, sa norme, c'est la racine carrée du carré scalaire, donc l'intégrale de moins 1 à 1 de 1 fois 1 fois dt. C'est-à-dire de 1 fois dt, donc 2, donc racine de 2. Voilà. Donc, alors, une propriété, elle, qui est extrêmement intéressante, qui est que toute famille orthonormale ou toute famille orthogonale de vecteurs non nuls est libre. Donc ça, c'est quelque chose de remarquablement intéressant, puisque si on sait qu'une famille est orthonormale, ou si on sait qu'elle est orthogonale et qu'aucun vecteur non nul, ben, on n'a pas à montrer le fait que cette famille est libre. Et vous savez très bien, si on a le bon nombre de vecteurs, ben, on aura une base de l'espace vectoriel dans lequel on travaille, ou du sous-espace vectoriel dans lequel on travaille. Alors, le théorème de Schmitt, lui, il est important. Et ici, dans la version vidéo, je ne vais pas vous faire la démonstration, je vais juste la décrire très rapidement, mais je vais plus vous donner l'idée du théorème. Le théorème de Schmitt, il dit que, alors, si on a une famille libre de vecteurs, d'un espace pré-hilbertien, muni d'un produit scalaire, cette famille libre, évidemment, engendre un sous-espace vectoriel qui est de dimension n, puisque cette famille libre contient n vecteurs, donc j'ai un sous-espace vectoriel de dimension n. Et le théorème de Schmitt dit qu'il existe une famille orthonormale de vecteurs, on mettra un S ici, qui engendre le même espace vectoriel. C'est-à-dire en fait que ce sous-espace vectoriel, engendré par les vecteurs de ma famille libre, eh bien, possède une base orthonormale. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire que tout sous-espace vectoriel de dimension finie, possède une base orthonormale. Voilà. Et de vecteurs. Ça, c'est le résultat théorique du théorème de Schmitt. Et la démonstration du théorème de Schmitt se fait en appliquant le procédé de Schmitt, et qui repose sur le fait que si on a une famille génératrice, eh bien, elle reste génératrice si on ajoute un vecteur qui est engendré par les vecteurs de cette famille, et elle reste génératrice si on enlève un vecteur qui est engendré par les vecteurs de cette famille. Voilà. Donc, c'est un jeu où, à partir d'une famille de vecteurs, on va ajouter, génératrice de vecteurs, on va ajouter et retrancher, ajouter et enlever un vecteur pour arriver un peu à la fois à une famille génératrice du bon nombre de vecteurs qui sera orthonormale ou orthonormée, hein, je ne précise pas, comme tout à l'heure. Et en fait, le résultat se fait par récurrence, et le procédé de Schmitt se fait en calculant vecteur par vecteur
avec, voilà, en rajoutant un vecteur qui est une combinaison linéaire des vecteurs du début de la base orthonormale et du vecteur suivant dans ma famille génératrice et libre du sous-espace en dimension n plus 1. Voilà. Donc, cette démonstration est assez technique. Dans quelques problèmes, on vous demande d'appliquer le procédé de Schmidt. Franchement, regardez-le, il est décrit ici complètement jusqu'en dimension 3, point par point. Donc essayez de bien photographier ça, alors pas avec votre portable pour le sortir le jour du concours, hein, mais essayez bien de photographier ça, cette recherche successive de vecteurs pour former une famille ortho normale de vecteurs. Et franchement, dans un problème, il est extrêmement rare que vous dépassiez la dimension 3 parce que après, à chaque étape, les calculs augmentent considérablement. Donc, on a une famille E1, E2, E3. On va se limiter à 3 ici. E1, E2, E3 qui engendre un sous-espace de dimension 3. On pose epsilon 1 égale E1 sur norme de E1 pour avoir un vecteur normé. En effet, la norme de E1 n'est pas nulle, puisque E1 est un vecteur d'une famille libre, puisque c'est une base. Donc ce sera le premier vecteur de notre base orthonormale. Ensuite, on pose epsilon 2 étoile égale E2 plus lambda epsilon 1. Vous voyez qu'on utilise la base partielle construite. On n'utilise pas E1 ici, ça compliquerait les calculs. Et on cherche lambda tel que epsilon 2 est orthogonal à epsilon 1. Donc, on écrit que le produit scalaire est nul et ça nous donne cette valeur de lambda qui est là. Faites le calcul. Écrivez que le produit scalaire de epsilon 2 étoile et de epsilon 1 est nul. Eh bien, vous aurez la valeur de lambda, parce qu'ici, vous aurez epsilon 1 scalaire epsilon 1. Et donc, on a la valeur de lambda. Le problème, pourquoi on a appelé ça epsilon 2 étoile? Parce que ce vecteur ne va pas être normé. Donc, epsilon 2 va être epsilon 2 étoile sur norme de epsilon 2 étoile pour qu'il soit normé. Et ça, c'est le deuxième vecteur de la base orthonormale. Ensuite, on continue pour le troisième. Epsilon 3 étoile égale E3 plus, on utilise les vecteurs de la famille orthonormale partielle qu'on a déjà construit. Donc, E3 plus lambda epsilon 1 plus mu epsilon 2. Et on cherche lambda et mu tel que epsilon 3 étoile est orthogonale à epsilon 1 et epsilon 3 étoile orthogonale à epsilon 2. L'avantage de travailler avec la base orthonormale partielle, c'est que ça vous permet d'isoler lambda et mu directement. Donc on a le calcul de lambda et mu, alors calcul qui est à faire, qui peut être plus ou moins compliqué. Epsilon 3 étoile est orthogonale aux deux précédents, ok, qui étaient orthogonaux entre eux et normés. Et epsilon 3, ben c'est epsilon 3 étoile sur la norme de epsilon 3 étoile pour qu'il soit normé. Et puis on continue, mais à l'étape suivante, vous aurez besoin de 3 scalaires parce que vous aurez besoin de E4 plus lambda epsilon 1 plus mu epsilon 2 plus nu epsilon 3 et puis 3 produits scalaires nuls à écrire, etc. etc. Donc ça se rajoute. Et vous voyez que dans R2 de x, qui est bien de dimension 3, hein, vous voyez que ça peut être déjà compliqué avec un produit scalaire qui était pourtant pas très très compliqué, mais les calculs deviennent très très vite compliqués. Alors, la notion suivante, c'est la notion de projection orthogonale sur un sous-espace de dimension finie. Et le théorème qui est très intéressant, c'est que si on a une base orthonormale de ce sous-espace, faites attention, ici, E1, E2, En est une base orthonormale du sous-espace de dimension finie. Si on a une base orthonormale de ce sous-espace, alors la projection de U, c'est U scalaire E1, E1, plus, etc., jusqu'à U scalaire En, En. C'est-à-dire que pour calculer la projection, il n'y a qu'à calculer la série des produits scalaires avec les vecteurs du vecteur U avec les vecteurs de la base orthonormale. Et ça vous définit ce qu'on appelle un projecteur. Vous savez ce que c'est qu'un projecteur, hein, c'est P rond P égale P. Si on l'applique 2 fois, c'est comme si on l'appliquait une fois. Et voilà, c'est U moins P de U va être orthogonal à tout vecteur de la base orthonormale de F, le sous-espace vectoriel, et donc il va appartenir à ce qu'on appelle l'orthogonale de F. Et donc P va bien être la projection orthogonale sur F.
Voilà, ça c'est le procédé de Schmitt expliqué en dimension 2. Donc vous avez E1 ici, E2 qui est là. Vous avez epsilon 1 qui est normé ici, que j'ai mis en rouge. Vous avez, quand lambda varie, tous les vecteurs E2 plus lambda epsilon 1. Donc selon la valeur de lambda, pour lambda qui est nul, vous obtiendrez ce vecteur-ci. Pour lambda qui vaut ici moins 2 à peu près, ou moins 1,8, vous obtenez ça. Pour lambda qui vaut 1, vous obtiendrez ce vecteur qui arrive là, etc. Donc quand vous variez les lambda, les extrémités du vecteur, là, telles qu'on les dessine, il faut bien fixer pour les dessiner, sinon ça ne se dessine pas un vecteur, eh bien vont être sur cette droite-là, et en fait on cherche le lambda tel que epsilon 2 étoile, ce soit celui-là. C'est-à-dire qu'il y a orthogonalité entre epsilon 2 étoile et epsilon 1. Ok. Et ensuite on le norme pour obtenir celui-là. Voilà ce que ça veut dire. Voilà en dimension 3 la projection orthogonale sur le plan engendré par E1, E2 qui ici forment une base orthonormale. Et vous voyez bien que ici vous avez U scalaire E1. Ici vous avez U scalaire E2 qui sont les coordonnées dans la base E1, E2 orthonormale du plan F du vecteur projection. Voilà. Ça, regardez un petit peu ce que ça vous donne. Bien entendu, voilà les deux figures qui sont là. Voilà, donc je vous laisse la démonstration, en particulier la démonstration que P rond P c'est bien P, donc on la montre pour n'importe quel vecteur U, mais en utilisant la base orthonormale. Voilà, donc ici vous avez un exemple sur comment dans R3 muni du produit scalaire usuel, on peut trouver P, la projection orthogonale sur le plan P d'équation x plus y moins z égale 0. Donc en fait, on va être fainéant, puisque quand on regarde les calculs d'une projection orthogonale, eh bien, plus la dimension de l'espace est petite, plus le calcul est facile. Donc on va plutôt projeter sur la droite vectorielle orthogonale au plan P, et on fera l'identité moins cette projection, et on aura la projection sur le plan P. Donc le vecteur 1, 1, moins 1 possède une base normale, le vecteur 1 sur racine de 3, 1 sur racine de 3, moins 1 sur racine de 3. Donc on calcule Q de U, donc on obtient x plus y moins z sur 3 fois le vecteur 1, 1, moins 1, c'est normal. Donc P de U, c'est U moins Q de U, et donc vous avez un tiers de 2x moins y plus z, moins x plus 2y plus z, et x plus y plus 2z. Et donc, en transparence, vous avez la matrice de cette projection dans la base canonique. Vous voyez que c'est quand même assez facile. L'orthogonale d'un sous-espace vectoriel, eh bien, c'est un sous-espace vectoriel qui est formé de tous les vecteurs orthogonaux à tous les vecteurs de l'espace vectoriel donné. C'est une notion qu'on a déjà utilisée. Pour ça, il faut montrer que tous les vecteurs sont orthogonaux à tous les vecteurs d'une base quelconque de F, le sous-espace vectoriel. Alors, espace vectoriel euclidien pour suivre, eh bien, espace vectoriel euclidien, en fait, on est en dimension finie. Alors, dans les exemples qu'on a donnés précédemment, certains étaient en dimension finie, on a travaillé dans R3 par exemple, mais d'autres étaient en dimension infinie dans nos espaces vectoriels de polynômes. Donc, produit scalaire et norme dans une base orthonormale. Dans une base orthonormale, le produit scalaire, c'est tout à fait ce à quoi vous vous attendez. UV, c'est sigma des xi, yi, avec les xi, les coordonnées de U dans la base orthonormale, et les yi, les coordonnées de V dans la base orthonormale choisie. La démonstration se fait par bilinéarité en utilisant le fait que la base des EI est orthonormale. Ce qui fait que dans cette somme-là, qui contient n carré termes, en fait, vous en avez que n qui ne sont pas nuls, parce que dès que i est différent de j, EI scalaire EJ va être nul.
Donc il va rester que les EI scalaires EI. Et donc, qui d'ailleurs valent 1, puisque c'est une base orthonormale. Et donc on aura la somme des xi, yi de i égale 1 à n, puisque tous les autres, on ne les écrit pas, ils sont simplement nuls. Notion d'endomorphisme orthogonal et de groupe orthogonal. Donc un endomorphisme phi d'un espace vectoriel euclidien est dit orthogonal si et seulement si il conserve le produit scalaire. Qu'est-ce que ça veut dire conserver le produit scalaire? Ça veut dire que le produit scalaire des images est égal au produit scalaire des vecteurs de départ. Voilà. Donc c'est une définition, conserver le produit scalaire. Alors, je ne sais pas, imaginez par exemple dans l'espace, dans les transformations, l'espace des vecteurs du plan et de l'espace, dans les transformations géométriques que vous connaissez, par exemple une rotation dans l'espace, ou même une rotation dans le plan, eh bien le produit scalaire des images, c'est le produit scalaire des vecteurs de départ, puisque tout a tourné. Le produit scalaire, vous allez retrouver la même chose, j'allais dire bien évidemment. Alors, un endomorphisme est orthogonal si et seulement si il conserve la norme. C'est-à-dire si et seulement si norme de phi de u est égale à norme de u pour tous les vecteurs u. Alors ça, c'est un théorème très intéressant, parce que c'est une équivalence, et que conserver la norme, vous travaillez avec un vecteur u quelconque, tandis qu'ici, vous êtes obligé de travailler avec deux vecteurs quelconques, un vecteur u et un vecteur v. Donc ça vous fait d'autant moins de paramètres. Donc en pratique, pour montrer qu'on a un endomorphisme orthogonal, on fera plutôt conserver la norme, et même conserver les carrés des normes, bien entendu, puisqu'on va calculer des carrés scalaires. Voilà, un endomorphisme orthogonal conserve l'orthogonalité. Mais faites attention, ça veut dire que les images de deux vecteurs orthogonaux vont être orthogonaux. Mais ça n'est pas une équivalence. Vous voyez, c'est pour ça que ce théorème n'est pas surligné en jaune. C'est aucunement une équivalence. Hein. Un endomorphisme orthogonal conserve l'orthogonalité, mais un endomorphisme qui conserve l'orthogonalité n'est pas nécessairement orthogonal. Vous n'avez qu'à imaginer une homothétie de rapport 2, ça conserve l'orthogonalité. Si deux vecteurs sont orthogonaux, vous les multipliez chacun par 2, vous aurez toujours deux vecteurs orthogonaux. Mais à l'évidence, ça ne conserve pas la norme, ça ne conserve pas le produit scalaire quand les deux vecteurs ne sont pas orthogonaux. Donc, alors, par contre, ça, c'est très intéressant comme théorème. Et là, celui-là, il est surligné, mais c'est pas pour rien. Un endomorphisme est orthogonal si et seulement s'il transforme une base orthonormale en une autre base orthonormale, et si et seulement s'il transforme toute base orthonormale en une base orthonormale. Et donc, la propriété qui est intéressante et qu'on va utiliser, c'est celle qui est au milieu. Parce qu'en fait, vous avez une base, une seule, qui est simplement choisie, et puis vous transformez cette base, vous regardez l'image des vecteurs de cette base orthonormale par l'endomorphisme, et vous regardez que les images sont bien normées et orthogonaux 2 à 2. Donc ça fait une démonstration très simple. Et vous choisissez quoi comme base? Vous choisissez une base dans laquelle le calcul de votre produit scalaire ou de votre carré scalaire est évidemment le plus simple possible. Voilà. Donc on va avoir une notion qui est une notion un petit peu complexe, qui est effectivement au programme, mais bon, qu'on peut peut-être sauter en première lecture, qui est au programme de TSI, qu'on peut sauter en première lecture, c'est la notion de groupe orthogonal. En effet, les endomorphismes orthogonaux d'un espace vectoriel E de dimension finie, munis de la loi de composition des applications, forment un groupe qui s'appelle le groupe orthogonal O de E, un groupe pour la composée des applications. C'est un groupe sous-groupe du groupe linéaire, qui est un groupe pour la composée des applications linéaires, qui sont linéaires, bien entendu. Voilà. Maintenant, notion plus importante là, qui va nous servir dans la suite quand on fera de la géométrie, c'est la notion de matrice orthogonale. Donc une définition assez théorique, et un théorème qui donnera plein de procédés
pour montrer qu'une matrice est orthogonale. Alors, une matrice est orthogonale si et seulement si c'est la matrice d'un endomorphisme orthogonal dans une base orthonormale. Voilà, ça c'est la définition. En fait, ça correspond à un endomorphisme orthogonal dans une base orthonormale, ou orthonormée si vous préférez. Et donc, c'est la définition d'une matrice orthogonale. En pratique, comment on montre ça? Il y a plein de procédés. On montre qu'une matrice orthogonale en montrant, par exemple, simplement que les vecteurs colonnes de M sont normés orthogonaux 2 à 2. En effet, une matrice, ça peut s'interpréter comme une matrice de changement de base, et donc les vecteurs colonnes sont les vecteurs de la nouvelle base, les coordonnées des vecteurs de la nouvelle base écrites dans la base de départ. Et donc, comme cette nouvelle base doit être orthonormale, ça veut dire que ces vecteurs colonnes doivent être normés et orthogonaux 2 à 2. On peut faire la même chose avec les vecteurs lignes, tout simplement parce que la propriété est équivalente à la dernière, c'est-à-dire que M fois la transposée de M ou la transposée de M fois M est la matrice identité, c'est-à-dire IN, des 1 sur la diagonale des 0 partout ailleurs, ce qui vous donne que M-1 c'est M transposé, ce qui vous permet de montrer que si une matrice est orthogonale, eh bien il suffit aussi de travailler avec les vecteurs lignes si on veut. En effet, si l'endomorphisme conserve le produit, transforme une base orthonormale en une base orthonormale, l'endomorphisme réciproque transforme aussi une base orthonormale en une base orthonormale. Et donc, vous choisissez, selon les cas, ce qui vous va le mieux là-dedans. Alors, vous ne mélangez pas, vous en choisissez une de ces 5 équivalences, puisque la dernière, en fait, c'est une seule égalité suffit. Donc, ça vous donne 5 équivalences. Vous choisissez celle qui vous va le mieux pour montrer qu'une matrice est orthogonale. C'est assez souvent la première. Les vecteurs colonnes de M sont normés et orthogonaux 2 à 2, qui correspond à la définition qui est utilisée. Isométrie directe ou indirecte. Alors une isométrie, c'est une application géométrique qui conserve la norme, donc qui conserve le produit scalaire. Iso, c'est même, et métrique, c'est la métrique, donc la mesure. Donc une isométrie est directe si et seulement si son déterminant est égal à 1, et indirecte si et seulement si son déterminant est égal à -1, mais c'est aussi son déterminant dans une base orthonormale. Et donc, ça va nous donner, partie 5, et là on va approcher tout doucement de la fin, l'inventaire complet des isométries vectorielles du plan et de l'espace. Donc, si vous avez une symétrie orthogonale, le premier théorème est important aussi. Vous avez une isométrie vectorielle, donc vous savez que les vecteurs, que sa matrice est orthogonale, que les vecteurs colonnes sont normés orthogonaux 2 à 2, etc., etc. Mais on sait aussi, par ce théorème-là, qu'il aurait peut-être fallu surligner d'ailleurs parce qu'il est important, qu'une isométrie vectorielle est une symétrie orthogonale si et seulement si sa matrice dans une base orthonormale est symétrique. Faites attention, dans une base orthonormale est très, très important. Vous pouvez avoir une symétrie orthogonale, mais sa matrice dans une base non orthonormale ne sera pas nécessairement symétrique. Donc ce théorème, si vous avez votre cours en papier à côté, vous pouvez le surligner. Ça permet d'isoler toutes les symétries orthogonales. Alors les symétries orthogonales du plan que vous allez trouver, c'est soit l'identité, voilà, soit moins l'identité, et sinon c'est des symétries orthogonales par rapport à une droite vectorielle. Quelle droite vectorielle? Former des vecteurs invariants. Donc, dans le plan, si vous avez une matrice orthogonale et symétrique, que vous êtes dans une base orthonormale, c'est la matrice d'une symétrie orthogonale. Si ce n'est pas l'identité ou moins l'identité,
c'est une symétrie orthogonale par rapport à une droite vectorielle, et cette droite vectorielle, c'est les vecteurs invariants, donc cherche les vecteurs U tels que mu égale U ou phi de U égale U, selon qu'on travaille avec des vecteurs colonnes ou avec les vecteurs directs. Symétrie orthogonale de l'espace, je passe sur l'identité moins l'identité aux deux bouts. Donc vous avez symétrie orthogonale par rapport à une droite vectorielle, ok, qui est en fait aussi une rotation d'angle pi autour de cette droite-là. Et ça, c'est les isométries directes. Et symétrie orthogonale par rapport à un plan vectoriel, et ça, c'est une isométrie indirecte, ça vous change l'orientation. Alors, symétrie orthogonale par rapport à un plan, hein, c'est vous quand vous regardez dans le miroir. Si vous êtes droitier, le mec en face dans le miroir, il est gaucher. Vous avez changé l'orientation de l'espace, bien entendu. Par contre, si vous vous mettez à tourner le dos au miroir, eh bien, ça n'a rien changé pour vous. Vous êtes toujours droitier. Voilà. Et donc, il suffit de savoir si c'est direct ou indirect, c'est-à-dire si le déterminant est 1 ou moins 1. Et pour ça, il suffit de savoir si le troisième vecteur est le produit vectoriel des deux premiers ou l'opposé du produit vectoriel des deux premiers. En effet, puisque c'est une isométrie vectorielle, donc c'est une matrice orthogonale, donc les vecteurs sont orthogonaux 2 à 2. Donc en dimension 3, le troisième vecteur, c'est le produit vectoriel des deux premiers ou l'opposé. C'est direct si c'est le produit vectoriel des deux premiers et indirect si c'est l'opposé du produit vectoriel des deux premiers. Donc comment on va les identifier? Eh bien, on a une droite vectorielle invariante dans le cas d'une symétrie orthogonale par rapport à une droite vectorielle. Donc on résout phi de U égale U, on trouve une droite vectorielle, et donc c'est l'axe de la symétrie ou l'axe de la rotation d'angle pi, bien entendu. Et par rapport à un plan vectoriel, eh bien on va quand même chercher le vecteur invariant. Alors, on a un plan vectoriel invariant, et on va chercher le vecteur qui est transformé en son opposé. Parce que comme ça, on trouve un sous-espace de dimension 1. Et donc, le vecteur qui est transformé en son opposé, donc on va résoudre phi de U égale moins U. Et donc, on aura l'orthogonale du plan par rapport auquel on prend la symétrie. Et donc, ça va vous donner un espace de dimension 1. Le calcul sera plus simple. C'est plus simple de trouver un espace de dimension 1 qu'un espace de dimension 2 quand on cherche à résoudre un système linéaire. Donc, pour les isométries directes, à part les symétries, eh bien, c'est les rotations, ou alors l'identité et moins l'identité, si θ vaut 0 ou pi modulo de pi. Donc le premier vecteur est normé, c'est cosinus θ, sinus θ, et le deuxième vecteur est orthogonal au premier, et le déterminant fait 1, donc cosinus carré plus sinus carré, voilà. Et pour une symétrie orthogonale par rapport à une droite, eh bien, le premier vecteur est normé, donc c'est cosinus θ, sinus θ, c'est coordonnées, et le deuxième vecteur est normé aussi, mais le déterminant est égal à moins 1, donc moins cosinus carré θ, moins sinus carré θ, donc sinus θ moins cosinus θ. Et là, c'est la symétrie orthogonale par rapport à la droite tournée de θ sur 2 par rapport à l'axe OX. En effet, votre premier vecteur, c'est cosinus θ, sinus θ, donc il est tourné de θ par rapport à l'axe OX, et il est aussi symétrique par rapport à la droite par rapport à laquelle on prend la symétrie, bien entendu. Donc, vous obtenez le symétrique en tournant de θ, c'est qu'en tournant de θ sur 2, vous êtes sur la droite. Alors, pour l'espace, c'est un petit peu plus compliqué. Pour une isométrie directe, le déterminant vaut 1, donc vous avez nécessairement des vecteurs invariants. Vous ne posez pas la question, vous cherchez, ça c'est l'axe de la rotation. Ok ? Souvenez-vous, on a dit qu'on cherchait les phi de U égale U. Et puis ici, vous allez retrouver un cosinus θ, sinus θ moins sinus θ, cosinus θ. Alors, le deuxième vecteur de la base, il suffit donc de le prendre orthogonal au vecteur invariant.
Et le troisième vecteur de la base, il suffit de prendre le produit vectoriel des deux premiers. Faites le produit vectoriel de ces deux-là, vous aurez celui-là, bien entendu. Et donc vous avez ce résultat-là, et on vous indique comment chercher θ. En fait, la trace est 1 plus 2 cosinus θ. Okay, donc vous avez cosinus θ. Et si vous avez cosinus θ, il vous suffit d'avoir le signe du sinus. Et vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Et le signe du sinus, c'est le déterminant, c'est le signe du déterminant de E1, U phi de U. Alors ça, regardez un petit peu dans l'espace ce que ça vous donne. U étant un vecteur quelconque, non collinéaire à E1. E1 étant le premier vecteur de la base orthonormale qu'on a déterminé, c'est-à-dire celui tel que phi de U égale U. Voilà. Isométrie indirecte, vous avez un vecteur U tel que phi de U égale moins U, vous le prenez normé, c'est votre premier vecteur de la base orthonormale. Ensuite, vous allez avoir, si vous prenez un vecteur orthogonal et normé par rapport à celui-là, nécessairement 0 cos θ, cosinus θ, sinus θ, et puis 0 moins sinus θ, cosinus θ de l'autre côté. Non, c'est sinus θ moins cosinus θ. J'ai recopié la matrice, mais il y a une erreur ici. Donc, vous allez avoir une décomposition qui est un petit peu plus complexe et que je vous laisse. En fait, c'est la composée d'une symétrie orthogonale par rapport au plan et d'une rotation par rapport à un vecteur orthogonal à ce plan-là. Donc, par contre, vous regarderez attentivement les exemples qui vous permettent de suivre pas à pas les opérations qu'on fait, mais vous voyez que le développement de l'exemple est quand même assez compliqué. Ça, je vous le laisse, parce que j'ai jamais vu personne se souvenir de ça. Je l'ai très rarement vu servir, et dans des parties de problèmes où voilà, ça ne servait pas. Donc si phi est la rotation d'angle θ et d'axe dirigé par E1, alors phi de U égale à moins cosinus θ E1 scalaire U sur norme de E1 au carré fois E1 plus cosinus θ U plus sinus θ E1 vectoriel U sur norme de E1. Ça vous permet d'avoir l'image d'un vecteur quelconque sans calculer de matrice ni de base orthonormale, mais bon, on laissera ça. Il y a la notion, voilà, qui est là, mais franchement, vous risquez. Alors, si vous êtes très bon, vous regarderez. Si vous êtes juste moyen en maths, vous encombrez pas avec ça. S'il y a une question là-dessus dans un problème, vous la sautez tranquillement. Matrice symétrique réelle. Donc, on avait dit, souvenez-vous que c'était diagonalisable. Voilà. Et que les sous-espaces propres d'une matrice symétrique réelle sont 2 à 2 orthogonaux. Alors, il suffit de prendre U et V propres pour des valeurs propres distinctes, lambda et mu, et de calculer U transposé AV, qui est le produit scalaire de U et V, et ensuite de calculer dans l'autre sens V transposé AU. Voilà. Alors pourquoi on a cette égalité-là ? En fait, c'est des produits de matrices, mais si vous regardez les dimensions des matrices, ces produits de matrices sont des scalaires. Donc si vous transposez un scalaire, une matrice qui ne contient qu'une ligne et qu'une colonne, vous obtenez, elle est évidemment symétrique. Donc si vous transposez ce produit, vous obtenez ce produit-là. Voilà. Et en faisant ce calcul-là, vous pouvez utiliser le fait que vecteur U est propre. Et en faisant ce calcul dans l'autre sens, vous utilisez le vecteur V qui est propre. Et donc vous obtenez en fait lambda moins mu, U transposé V. Donc ça vous donne U transposé V qui est nul, puisque lambda moins mu n'est pas nul. Voilà. Donc, le théorème très important sur les matrices symétriques réelles, c'est qu'une matrice symétrique réelle est diagonalisable avec, au besoin, et j'insiste sur le au besoin, une matrice de passage orthogonale. En effet, si vous prenez une matrice
si vous prenez une base de vecteurs propres, elle n'est pas automatiquement orthonormale. En effet, 2 fois un vecteur propre, c'est un vecteur propre déjà. Donc, elle est diagonalisable et il faut travailler pour avoir une base orthonormale de vecteurs propres. Et d'où la diagonalisation d'une matrice symétrique réelle en dimension 3. Si vous avez une valeur propre triple, elle est déjà diagonale. Si vous avez 3 valeurs propres simples, les sous-espaces propres associés sont orthogonaux, donc il suffit de prendre un vecteur normé qui est une base de chacun des sous-espaces propres, puis ça se passera très bien. Et si vous avez une valeur propre simple et une valeur propre double, bien, il faut chercher le sous-espace vectoriel correspondant à la valeur propre double, c'est l'équation d'un plan vectoriel. Le vecteur normal à ce plan est normé et propre pour lambda, puisque les vecteurs propres pour l'autre valeur propre sont orthogonaux à tout vecteur propre pour la valeur propre lambda qui est double. Donc, vous trouvez facilement un vecteur orthogonal à un plan quand vous avez son équation, c'est pas très compliqué. Vous le normez, vous avez le premier vecteur de la nouvelle base orthonormale. Ensuite, vous prenez un vecteur du plan vectoriel mu, normé. Vous le prenez comme deuxième vecteur de la base orthonormale, et puis vous faites le produit vectoriel de i et de ce second vecteur, j, et puis vous obtenez k. C'est le troisième vecteur de la base orthonormale. Alors, pourquoi il est propre? Parce que comme il est égal à i vectoriel j, il sera orthogonal à i, et les vecteurs orthogonaux à i sont propres pour la valeur propre mu, puisque i est propre pour la valeur propre lambda. Et qu'il n'y a que 2 valeurs propres, et que les sous-espaces propres pour la valeur propre lambda est de dimension 1. Voilà, donc voilà en pratique comment on diagonalise une matrice orthogonale, une matrice symétrique réelle en dimension 3. Alors ça c'est un procédé qu'il faut connaître, parce que ça vous donne un moyen très rapide de diagonaliser une matrice symétrique réelle en dimension 3. Donc le procédé, ici, premier cas, il est évident. Le second cas, 3 valeurs propres simples, il est évident aussi. Et l'astuce, elle est dans ce cas-là, puisqu'elle elle permet de squeezer, de couper quand même pas mal de calculs et d'avoir très vite une base orthonormale de vecteurs propres. Voilà, c'est terminé pour ce chapitre, qui était le dernier chapitre d'algèbre linéaire théorique qu'on a.